Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Polydomso. Salut. On va faire le petit bref recap de Canelo versus Triple G, volume 2. La revanche qui devait être prévue pour mai a finalement eu lieu en septembre, le 15 septembre, parce que Canelo a eu la bonne idée de manger de la viande mexicaine et donc d'être contrôlé positif. Et bref, un superbe combat qui a tenu toutes ses promesses. On ne pouvait vraiment, après la cloche, on ne pouvait pas discerner vraiment de vainqueur, sauf que Triple G a le malheur d'être kazakh et d'être le B-side pour ce combat, et donc ne peut que s'incliner par décision majoritaire. Ouais, et puis bon, en toute honnêteté, là pour le coup, c'est pas une honte non plus. Oui, clairement, oui. Là vraiment, c'était au... Bon, je sais que les fans de Triple G vont pas penser à la même chose, mais c'était beaucoup plus tendu que le premier combat. Ouais, exactement. On sentait qu'il y avait eu des ajustements qui avaient été pris des deux côtés, en plus. C'est pour ça que le combat, franchement, pour moi, c'est le plus beau combat de cette année, tout sport de combat confondu actuellement. Oui, le plus beau, oui, clairement. Oui. J'ai vraiment pris mon pied en le regardant. C'est la réflexion que je me faisais, c'est que finalement, l'issue du combat, je m'en tamponne un petit peu en fait. Je suis juste content de voir ce combat-là et c'est beau de voir des mecs qui sont quand même maintenant bien avancés dans leur carrière quand même et qui sont très riches et qui ont plus vraiment besoin de développer ce type d'effort. Donner ça, tu vois, livrer ce genre de performance, c'est quand même magnifique de voir ça. Et Canelo qui a été beaucoup plus agressif au début du combat. Ça c'était assez étonnant. Moi dès que j'ai vu, j'étais à wow. Mais c'est vrai que sur la fin dans les commentaires d'ailleurs, il y a eu un commentaire sur le YouTube de La Sueur, donc merci pour ces commentaires de participer. Est-ce qu'on est d'accord? Pour moi, clairement Canelo glisse quand il y a le pseudo knockdown. Ouais. Et puis bon, même à la rigueur, si c'était, tu sais, un peu à la Paulie Malignaggi là dans son sparring contre Conor McGregor. Infamous knockdown, tu vois. Si c'était une perte d'équilibre liée à un coup, parce que c'est souvent ça en fait, le petit tendu, là, c'est pas si net que ça, quoi. Clairement. Donc c'est pas décisif, quoi. Honnêtement, moi ça m'a pas choqué. Et puis bon, il faut savoir que chaque combat est à apprécier dans son contexte. Et là c'est Glory Promotion, là je sais plus comment c'est le truc. Golden Boy. La Golden Boy d'Oscar De La Hoya. Ouais. Donc il est certain que tout ce genre de petits trucs un peu dans la zone grise, on va dire, c'est ça. Ce sera passé au bénéfice en fait de Canelo Alvarez, ce qui n'enlève rien à Canelo Alvarez parce que c'est pas de son fait en fait. Lui il combat, il livre sa performance. Après il faut savoir que la boxe c'est des politiques, c'est aussi du business. Canelo Alvarez est plus jeune que Golovkin, il parle plus au public qui regarde la boxe. Il faut savoir que le Mexique c'est énorme et il y a énormément de gens qui regardent la boxe. Le combat fait 1,5 million de pay-per-view buys, plus que le premier qui était à 1,3 million, donc à $84 en plus, $84. Ouais, on peut dire que personne n'a vraiment perdu le combat. Oui. Non, mais moi, à la rigueur, ce que je me disais, c'est j'ai envie de voir le troisième. Mais oui. J'ai dit, c'est obligé, s'en fout des scores. Tu vois, mais est-ce que tu penses que Canelo prend un risque? Parce qu'en fait, moi, c'était pour ça. Je me disais, si Canelo perdait le combat, c'est bien parce que c'est logique qu'il y ait un troisième combat. Mais là, le Canelo de 28 piges va devoir affronter un Triple G qui a 36 ans, qu'on dit à chaque fois Father Time arrive. Il est toujours présent, donc pour lui, un troisième combat, quand on voit à chaque fois ce qu'ils se mettent quand même, financièrement, il aurait intérêt, mais est-ce que sportivement, tu vois, il gâcherait pas quand même, surtout après, qu'il veut combattre en décembre. Ouais, non, après, je me dis, honnêtement, dans cette catégorie, il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressants, il y a beaucoup de nouveaux, mais des bons combattants, il y en a. Ouais. Du niveau, je pense même de Gennady Golovkin et de Canelo Alvarez, il y en a déjà. Mais qui ont un nom comme Gennady Golovkin ou Canelo Alvarez, il n'y en a pas. Actuellement, il n'y en a pas. Ouais. On va peut-être me trouver un contre-exemple, mais... Non, c'est Daniel Jacobs ou David Lemieux, là, les deux autres mecs. Ouais, voilà. Ou il y a Billy Joe Sanders. Daniel Jacobs, il va combattre un mec, là, bientôt, je sais plus comment il s'appelle. Au Garden, là. Ouais. Et donc, du coup, ça va être pas mal. Mais bon, ils n'ont pas le même market. C'est ça. Donc, dans cet environnement-là,
franchement, un troisième combat, business, sport et tout, ça fait sens, quoi. Ça fait sens. Après, c'est vrai, est-ce que les deux intéressés ont envie de repartir dans les tranchées pour remettre ça, tu vois. Mais les deux ont l'air de le vouloir, hein. Enfin, visiblement, je pense qu'ils ont vu le pay-per-view, ils étaient contents. Et ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est Canelo, tu vois, qui a dit, il pensait avoir perdu le combat, il fanfaronnait même pas après. Il disait, je pensais que c'était Triple G, j'ai gagné, je suis content quand même d'avoir gagné. Et s'il faut refaire un combat, faudra le refaire. Donc bref, hein, j'ai trouvé que, tu vois, dans l'après-combat, il a été quand même très très sport. Mais moi c'est pour ça que je suis un énorme fan de Triple G, c'est que je trouve que Canelo avait la meilleure des stratégies possibles pour combattre Triple G. De rester au centre du ring et de l'agresser au corps, souvent quitte à perdre les premiers rounds en se faisant out-jabber, tu vois, et en étant dépassé sur les attaques en ligne haute. Attaquer au corps, c'est vraiment le truc, et contre les pressure fighters, c'est le mieux, parce que les pressure fighters, ils ont besoin d'un bon gas tank, d'un bon cardio, et si tu leur sapes le cardio, ils vont être moins efficaces. Mais c'est là où je me suis dit, mais c'est un fou Gennady Golovkin, parce qu'à la fin, les 3 derniers rounds, il a mis un volume d'attaque monstrueux, et on sentait qu'il puisait, quoi. C'était difficile pour lui, mais à 35 ans, 36 ans, faire ce genre de performance contre un petit jeune, c'est magnifique, hein. Et Canelo qui a montré qu'il avait vraiment un menton, parce que sur c'est à partir du 10e round, c'est complètement fou. Donc bref, franchement un combat super, parce que vous soyez d'accord ou non avec le résultat, c'est vrai que on a vraiment eu un combat qui était magnifique entre les deux références de la catégorie middleweight, donc superbe. Et puis bien sûr il y a ce très cher Floyd Mayweather qui va revenir contre Manny Pacquiao. Incorrigible, il est incorrigible. Non, mais quelque part, on le connaît, hein, maintenant, ça surprend plus vraiment les gens. Il sait que ça aurait été un peu l'histoire de sa carrière à Floyd Mayweather, hein. Enfin, c'est de sortir, revenir, revenir. Et toujours combattre des gens, c'est le seul reproche qu'on puisse lui faire, parce que sinon je trouve qu'il est impeccable dans le ring, tu vois. Mais le seul reproche qu'on puisse lui faire, c'est de vraiment sélectionner ses combats d'une manière, on va dire. Alors je sais que je vais me faire allumer là par les fans de Floyd Mayweather qui vont dire ouais mais il a combattu machin. Mais si on regarde en fait dans les faits, il a souvent combattu les gens après leur prime. Une fois qu'ils étaient beaucoup moins dangereux, Miguel Cotto, Pacquiao et tous ces gens-là. Ou avant pour Canelo. Ou avant contre Canelo. Mais ça n'enlève rien, parce que même un vieux Pacquiao, on l'a vu, hein, est toujours très très dangereux. Donc ça n'enlève rien, tu vois, à sa performance. Mais c'est quelqu'un, pour moi, je le dis souvent, c'est le meilleur boxeur défensif de tous les temps, dans et en dehors du ring. C'est-à-dire qu'il y a une façon aussi de sélectionner ses combats qui est très intelligente et tout. Donc il va faire du blé. Il y a des gens qui vont acheter. Tu penses que ça intéressera toujours autant, parce que c'est ce que je me suis dit, tu vois, quand j'ai vu l'info passer, c'est est-ce que les gens vont à nouveau payer avec la purge qui était le premier combat, et avec aussi, on a beau dire ce qu'on veut, mais Pacquiao, c'est plus le grand Pacquiao d'avant, tu vois. Mayweather, tu vois, il a montré qu'il était toujours très solide. Pacquiao, moi je vais te dire deux choses. Premièrement, il faut jamais sous-estimer la communication du clan Mayweather. Ils peuvent vraiment te faire passer des lanternes pour des vessies, tu vois. Enfin, si ils vont nous dire que Pacquiao était blessé dans le premier combat, que ça comptait pas vraiment, que Mayweather était pas en forme et tout. Enfin, ils vont réussir à retourner la tête à pas mal de gens. Et aussi, faut pas sous-estimer la détestation des gens à l'égard de Mayweather. Et tous les gens, ils attendent de le voir perdre. Et il y aura toujours des gens qui vont payer, même quand il combattra même dans 3 ans, quand il combattra la dernière des cloches, tu vois, il y aura toujours des gens qui allongeront des pistons pour le voir perdre, tu vois, pour la première défaite, tu vois. Donc moi je me dis ça marchera quand même. Il fera peut-être moins que le premier, sûrement moins que le premier. Le premier c'est quand même le plus gros combat de tous les temps d'un point de vue pay-per-view, 4,6 millions en Amérique du Nord, plus que McGregor Mayweather. Mayweather il a les 4 premiers. Ah non, non, mais bon, je pense pas du coup qu'il atteindra cet apogée de vente du pay-per-view, mais tout de même, je pense qu'il fera un beau chiffre. Oh, quelle folie. Mais et après, est-ce qu'il reviendra? Est-ce que tu penses qu'ensuite, parce que là d'ailleurs, ce qui commence à se dire, c'est ce qui serait bien avec ce combat-là, c'est que mine de rien, clairement Pacquiao n'aurait vraiment plus rien à perdre, parce que c'est vrai que là il est bien loin de son prime. Au niveau de son bilan, maintenant il a
quasiment rien à défendre et qui pourrait enfin vraiment se lâcher, tu vois. C'est toujours. Après, en fait, moi je pense qu'en fait, il y a un stade où c'est mental et un stade où c'est technique, tu vois. C'est-à-dire, en gros, mentalement, tu peux te lâcher tant que tu veux contre Floyd Mayweather. Si Floyd Mayweather est à son top, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Il n'est pas invulnérable, hein, mais il est compliqué, il est tricky à combattre, et je pense que c'est pas en fait se lâcher qu'il faut, tu vois. Peut-être celui qui a eu le meilleur game plan contre Floyd Mayweather, enfin en tout cas un des gens qui a le mieux boxé contre Floyd Mayweather. Conor McGregor. Il a gagné les 6 premiers rounds, attention. Non, mais c'est Maidana. Oui, exactement, lors du premier combat. Il a pas fait contrairement à ce que les gens pensent, il a pas boxé comme un bourrin. C'était très tactique, c'était une guerre de clinch et d'attrition. C'était pas propre, c'était pas beau à voir, mais c'était ce qu'il fallait faire en fait. Et donc je pense que Pacquiao, le problème c'est que c'est vraiment un boxeur-puncher sur le déclin. Maintenant il est quand même moins rapide et moins percutant qu'avant. Donc on va dire le X-factor de la chance de mettre KO Mayweather, ça se réduit en fait de plus en plus avec l'âge. Exactement. Oui, surtout que Mayweather, on a vu, prend toujours autant soin de lui. Bien après cette annonce formidable et ce choc de week-end, on va peut-être commencer à préchauffer sur le fameux McGregor-Khabib qui arrive qui se rapproche. Qu'est-ce que tu penses toi de la conférence de presse sans public? C'est ce qui s'est prévu ou c'est ce qui s'est passé? Je suis désolé, il va falloir m'informer. Oh my god. Alors là, nous avons perdu Pauline Damso. Elle arrive jeudi. Et ce sera sans public. Je sais pas, je suis un peu partagé. Je pense qu'ils perdent quelque chose. Ouais. Parce que McGregor, c'est quelqu'un qui communique beaucoup avec le public. C'est ça. Et qui a une véritable. Il a un lien très fort avec sa fanbase, et donc c'est toujours quelque chose de très, très intéressant et de très, on va dire, spectaculaire de voir des conférences de presse avec le public de McGregor. Après, je pense que c'est peut-être, ils ont peut-être la volonté de les mettre sur un pied d'égalité, justement, parce que le problème des précédentes conférences de presse, c'est que ça donnait un avantage, on va dire, trop grand à McGregor, et sans que ce soit justifié. C'est-à-dire que juste, il avait le plus de fans. Et il pouvait faire n'importe quoi et il était soutenu quoi qu'il arrive, quoi. Et là en fait je pense qu'ils veulent mettre que ça se passe, on va dire que ce soit moins c'est à but marketing, je pense que quelqu'un soit moins décrédibilisé avant le combat en fait. Je pense mais que pourquoi est-ce que tu penses que c'est pourquoi? Parce que l'UFC commence à se dire il y a peut-être moyen que McGregor perde et que au contraire je pense qu'en fait c'est juste que si jamais McGregor emballe le truc, en fait, moi je vois la chose comme ça. S'il arrive à faire des conférences de presse de ouf où il ridiculise Khabib et tout, c'est perdant-perdant pour l'UFC. Parce que s'il gagne Conor McGregor, tous les gens vont dire c'était sûr qu'il allait le battre. Il était dans sa tête et tout, tu vois, genre les violons, les trompettes, les pétales de rose et tout, tu vois. Et si jamais il perd, c'est une catastrophe. Parce que là, pour le coup, tout le monde va retourner sa veste et dire ouais, bien fait pour sa gueule et tout. Donc en fait, je pense que c'est pour que ça se passe dans un climat un peu plus serein. Et aussi pour pas qu'il y ait de débordement, je pense aussi tout simplement. Je pense que c'est les deux fanbases, mon Dieu, les deux fanbases entre Conor et Khabib, elles sont à couteau tiré, tu vois. Oui, c'est vrai que maintenant, avec le recul, c'est vrai que c'est surtout du côté du public que ça aurait pu partir en vrille, ouais. Je pense que Khabib et Conor McGregor, ils ont pas vraiment de bad blood entre eux, c'est un peu du spectacle, tout ça, tu vois. Mais en revanche, les fans, ils prennent le truc vachement plus au sérieux, tu vois. Ça me rappelle la chanson d'Eminem, Stan, tu vois, genre les mecs, on les contrôle pas, tu vois, enfin. Et je pense qu'en fait, que l'UFC veut pas avoir à gérer ça, en fait, tout simplement. Tu vois. Et d'ailleurs, le choix de faire une conférence de presse là, plus celle qui sera vraisemblablement, tu sais, le jeudi de la Fight Week, toi, t'en penses quoi? Moi, pour moi, je trouve que c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on avait eu en commentaire ça, je ne sais plus trop qui, sur la vidéo qu'on avait fait avec Russ, où il disait que justement, que McGregor était pas très bon finalement en punchline et tout ça. Moi, je pense au contraire, tu vois, certes, c'est un gars qui prépare ses punchlines, qui prépare un peu tout ce qui va se passer, mais c'est vrai que comme quand il y a vu avec Mayweather, il y en avait trop. Enfin, quand on a 3 fois dans une semaine, les mecs... ils n'avaient plus rien à dire. T'as plus rien à dire, quoi. Sachant qu'en plus, il faut que ça dure à chaque fois minimum 1h30, c'est trop. Bon, après, pour rendre à César ce qui appartient à Césaire, comme dirait l'autre,
le problème qu'il y avait eu avec les conférences avec Floyd, c'est qu'il laissait pas la parole aux gens. C'est ça. C'était trop dicté, c'est-à-dire chacun avait 5 minutes et personne n'avait le droit de couper l'autre et c'était ridicule. Parce qu'en fait, la force, on va dire, de McGregor, certes, il prépare en amont ses punchlines. Certes, il est avec son équipe de communication à peaufiner des vannes et tout. Mais le format UFC est superbe. Ouais, voilà, parce qu'en fait, il rebondit. Il a quand même un sens de l'opportunité, tu vois, genre sa fameuse réponse à... Comment il s'appelle là, Jeremy Stephens. Jeremy Stephens, tu vois. C'était magnifique. Bon, c'était simple. Oui, c'est ça. Simple, mais c'était bien placé, c'était dans le rythme en fait. Tu vois. Et je pense qu'en fait, laisser le rythme, enlever le rythme, ça déjà, tu enlèves de 50% le charisme de McGregor en éloquence, tu vois, enfin, je veux dire en prestation orale, en performance orale. Après, le truc, honnêtement, je pense que c'est bien qu'il limite qu'à 2. Ok. Parce que ça va faire, en fait, les deux sont très forts en trash talk, je trouve, à la fois Khabib et Conor McGregor, mais c'est des styles vraiment à l'opposé. Clairement. Conor McGregor, c'est quelqu'un qui va être très articulé, très on va même dire éloquent, intelligent, malin sur ses punchlines. C'est construit, c'est pour un public clairement assez éduqué, on va dire. Enfin, c'est pas non plus pas déchiffrer des lettres, hein, mais ça va. Oui, genre, tout à fait. C'est pour les gens, on va dire, normaux. Khabib, c'est beaucoup plus laconique. Et il va et c'est pas forcément. Il va sortir 3-4 phrases à la Dagestanais, tu vois, trois trucs bien lourds. Bah, aussi la barrière de la langue un peu qui fait que. Oui, mais ça fait partie du personnage. Il est trop drôle, tu vois, genre quand il fait genre This is number one bullshit, tu vois. Moi, il me fait marrer, tu vois, enfin, il fait marrer les gens là-dessus. Mais le truc, c'est que je pense pas que ça va se marier super bien avec le style de McGregor. Je pense qu'il y a des moments où McGregor va parler. Khabib va essayer de répondre, mais il pourra pas répondre, tu vois, s'ils sont pas sur le même plan, tu vois, genre. Donc c'est pas mal de limiter à 2, je pense. Oui, sachant que l'UFC loupe une nouvelle occasion. Pour ma part, moi je suis très surpris de ça, et je trouve ça un peu con, c'est qu'il y aura uniquement en fait Khabib, McGregor et Dana White. Et franchement, ils auraient dû mettre Tony Ferguson, parce que franchement, Tony Ferguson se ramène là, il vient avec sa ceinture intérimaire et il commence à foutre le bordel. C'est super parce que comme ça l'UFC, si jamais Khabib bat McGregor, ils se disent bah au moins le mec qui va affronter Khabib après, ce sera pas l'espèce d'inconnu et on sait que ça va marcher au niveau pay-per-view, tu vois. Ouais, je pense, là ils ont raté une occasion, d'autant que si jamais Khabib se casse quelque chose avant le combat, ça aurait permis de vendre le remplacement encore mieux, tu vois. Le truc, c'est aussi, je pense que fidèles à leur stratégie marketing qui a failli les mettre dans l'eau, ils mettent tous les œufs dans le même panier en fait. C'est un peu leur problème. Et ils veulent vraiment, je pense, consacrer ce moment à Conor Khabib. Ils veulent pas qu'il y ait de la pollution. Ils veulent pas en fait avoir à gérer, je pense, les interactions aléatoires surtout avec quelqu'un comme Tony Ferguson, parce que c'est quand même un mec un peu spécial, Tony Ferguson quand même, tu vois. Donc mais c'est vrai que ça aurait été baroque de les avoir, je pense, tous les trois ensemble, ça aurait été marrant, tu vois. Enfin... Et donc cette vidéo qui va apparaître, ce podcast qui va apparaître disponible sur SoundCloud, iTunes, Deezer, Podcast Addict et puis bien évidemment YouTube, est sorti aujourd'hui ce mardi. Et donc la conférence a lieu jeudi 20 septembre où normalement l'UFC va aussi annoncer le co-main event de l'UFC 230. Alors mon cher Polydomso, quel est ton pronostic? Sachant que intéressant, Brock Lesnar est retourné hier à la WWE. Ouais, j'ai vu ça. Non, bah c'est un peu mystère. Moi, 230, c'est quoi, on a le main event de l'UFC 230 ou Ah bah non, on l'a pas. Et il doit être annoncé jeudi. Ouais, ça peut être très décevant. Ça peut être très décevant, ça peut être... ça c'est l'UFC, hein, ils peuvent vraiment te mettre une carotte, tu vois, genre te faire miroiter un retour de John Jones, des trucs comme ça, et puis après, finalement, ils vont te mettre deux mecs, c'est des catégories... genre middleweight ou lightweight, des top 10 et tout. Je sais pas, je donne ma langue, j'en ai aucune idée. Ouais, je sais pas non plus, mais à mon avis, moi, ça ne peut qu'être gros parce que pour quand même mettre Diaz-Poirier en co-main, il te faut un combat bankable. Hein. Tu sais, enfin, ils peuvent pas juste mettre Valentina Shevchenko, Ivana Jedrzejczyk, quoi. Après, bon,
moi, ce que je pensais que c'était possible qu'il garde ses tatous dans la manche, mais en fait, finalement, quand tu t'en renseignes un petit peu, je pense que c'est hautement improbable. Ça aurait été un combat de Georges Saint-Pierre contre quelqu'un en lightweight. Ouais, ou Nick, ça aurait été pas mal, mais même en lightweight, parce qu'il cut beaucoup de points en ce moment, Georges Saint-Pierre. Et ça aurait été permis de lui mettre le pied à l'étrier, en fait, dans cette caté. Est-ce qu'il aurait accepté ? Je pense pas. Hein. C'est ça le problème. C'est quand tu connais Georges Saint-Pierre, quand tu connais ses habitudes, c'est un mec qui a besoin de se préparer longtemps à l'avance. C'est pas quelqu'un qui fait ce genre de fantaisie, on va dire. Et donc, en fait, le problème, comme tu l'as dit, avec un combat comme Nate Diaz, Dustin Poirier, il n'y a pas beaucoup de combats qui arrivent à être en termes de monnaie. C'est ça, exactement. Il n'y a pas beaucoup de combats qui arrivent à se mettre au même plan. Si c'est pas Georges Saint-Pierre, si c'est pas John Jones, si c'est pas Brock Lesnar. Ça commence à être dur, là, c'est commencé à être dur. Pour trouver quelqu'un qui ramène autant de pognon, c'est chaud. Allez, pièce 7 sur John Jones. J'hésite encore entre soit Jones Gustafsson pour le titre light heavyweight, ou ils font directement Jones Cormier. Parce que ce que je me dis en fait, c'est que tu vois, peut-être que Cormier il se dit, comme tu vois, Lesnar doit combattre, si tout va bien, en janvier 2019. Donc ça veut dire que pour Brock Lesnar, c'est grosso modo, pour Cormier, c'est son dernier combat puisqu'il prend sa retraite en mars. Donc est-ce que Cormier se dit, dans le pire des cas, je me tape Jones en heavyweight et je sais que je fais trop de thunes. Si je gagne, ensuite j'ai Lesnar. Ou si je fais ça et Lesnar peut-être s'il est pas suspendu, si tout va bien. Ou alors je garantis le combat contre John Jones et que je perde ou que je gagne, je me fais un max de thunes et puis. Moi en fait le seul truc qui m'empêche de prévoir ça, c'est que je sais pas du tout. On sait quand est-ce qu'il sort de suspension, John Jones ? Alors en fait le truc c'est on ne sait toujours pas, mais le mec poste des trucs à lui, machin et tout, enfin. Tu vois, et il est à nouveau testé par l'USADA, enfin, tu sais, ça sent l'espèce de truc où en gros ils vont l'annoncer, t'auras un espèce de pauvre post Twitter de l'USADA, genre jeudi à 8h, et puis à 9h, tu sais, t'auras l'annonce. C'est possible. Pour Cormier, en fait, c'est vraiment le seul combat qui fait sens, parce que honnêtement, Brock Lesnar c'est cool, c'est cadeau de Noël, c'est pas mourir à ma retraite, tu vois, mais pour lui, je pense que au niveau compétition, il a plus rien à prouver. C'est-à-dire KT Light Heavyweight, il y a personne qui peut le prendre actuellement. KT Heavyweight, pareil, très peu de gens peuvent se mettre à sa hauteur. T'aurais un rematch éventuel contre Miocic, mais ça n'intéresserait personne. Enfin, pas personne, mais seulement les fans hardcore. Non, c'est un combat qui ferait sens si Cormier ne prenait pas sa retraite dans 6 mois, quoi. Et tu vois, donc pour moi, Cormier, je pense qu'il veut vraiment sa revanche contre John Jones, et c'est le seul combat qui a vraiment un intérêt. Et même pour John Jones, très honnêtement, moi j'ai pas envie de le voir venir combattre un nobody, tu vois, genre. Tu le vois John Jones contre Volkan Ozdemir ou Non, mais Gustafsson, parce que c'est un des combats que John Jones souhaite après la fameuse victoire en 5 rounds, un des superbes combats que nous avait donné la catégorie. Mais bon, c'est vrai que Gustafsson, le problème c'est qu'en fait depuis ces 2 combats contre Jones puis contre Cormier, il a eu des victoires, mais ça avait pas la même résonance. Gustafsson, pour moi, il est un peu passé à côté de la fenêtre d'opportunité qu'il avait. Il aurait pu vraiment s'inscrire, tu vois, dans le panthéon, en fait, dans le top 3. Mais bon, il y a trop de. C'était trop long. C'est-à-dire, il a pris du temps entre chaque combat. Il a perdu contre Anthony Johnson. Ouais, ça lui a fait mal. Hein. Ça fait mal. Ouais. Événement pour lui en Suède. Par exemple, contre Jan Blachowicz. Ouais, non, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse ce combat. C'était pas propre, tu vois. Donc, j'y crois plus vraiment à Gustafsson. Ça m'emmerde parce que j'aime bien ce mec, mais c'est trop long. Et il faut pas le faire tant qu'il est chaud, tu vois. Faut pas attendre aussi longtemps, quoi. Gus, terrible. Donc alors, le prono de Polydomso qui ne sait pas quand même. Allez, pour l'UFC 230. J'aurais dit John Jones Cormier, pareil, c'est ce qui me paraît le plus évident, mais bon, c'est dur à mettre en place un combat comme ça. Mais de toute façon, c'est le seul combat qui fait vraiment sens sur une carte comme celle-là. C'est ça. Il parlait aussi, après ça, j'ai un peu de mal à y croire, en fait, dans le côté money fight, c'est au fameux Cerudo contre Dillashaw. Éventuellement aussi, mais... Pour une carte comme ça, tu vois, je trouve que le co-main est trop lourd pour que ce soit ça en main event, tu vois. Après,
je sais pas parce que TJ Dillashaw, il a quand même une belle fanbase. Aussi, pas Cerudo, étonnamment d'ailleurs, mais clairement. Tu sais, tuer Jesse James ne fait pas de toi Jesse James, c'est vraiment ça, tu vois. Et bon, bah oui, ce serait pas mal parce que c'est un super fight, mais ce serait décevant. Je pense que les gens seraient genre ouais, tu vois, genre. Est-ce que si c'est John Jones Cormier, ça. Tu vois, ça claquerait de ouf. Ouais, dans tous les cas, réponse jeudi pour ce combat-là. Les previews arrivent, mon cher Polydomso, pour le combat Khabib-McGregor, et puis tous les UFC qui arrivent. Est-ce que tu veux parler brièvement du magnifique combat qui s'annonce entre, j'ai oublié les blazes, le main event à São Paulo. Thiago Santos contre Manua? Non, c'est pas ça. Manua s'est blessé, donc il a été remplacé. Il est remplacé par Eric. Putain. Eric. Le mec qui a perdu contre le Dragon. Contre le. Ah oui, Eric Anders. Voilà. D'accord. C'est bon, on est sur la. Ah ouais, d'accord. C'est ça le main event. Bah c'est ça. Ouais. Ouais, parce que Manua, en fait, il est la blessure terrible. Il est bien arrivé au Brésil et Manua, en fait, est parti faire un running et il s'est déchiré un muscle en courant. Donc c'est ballot. Donc du coup, Eric Anders contre notre petit pote. Ça a beaucoup moins de cachet quand même ce combat-là parce que bon, Thiago Santos, déjà à la base Thiago Santos c'est pas un light heavyweight, c'est un middleweight, qui est un gros middleweight mais qui est c'est en light heavyweight, je dis pas de bêtises. Oui, light heavyweight, c'est en light heavyweight. Et du coup c'est pas non plus un cador, c'est un bon combattant, mais c'est pas, il est top 15, même top 20 on pourrait dire. Ouais, mais ces derniers temps c'est bizarre. En vrai, en gros, depuis sa défaite contre David Branch où il s'est pris le KO assez monstrueux là, il regagne une petite hype chez les light heavyweight, tu vois. Après, c'est comme son pote, d'ailleurs je crois son pote, le gars là qui a battu Mauricio Roy, tu vois, genre c'est un peu le même genre de combattant. Anthony Smith, c'est des mecs qui sont pas clairement les plus impressionnants en light heavyweight, encore que Thiago Santos est quand même physiquement assez baraqué, quoi. Ouais. Mais c'est des mecs ils ont des réserves, ils savent bien combattre. Thiago Santos, il a des super kicks, il est très violent sur ses kicks. Après, je trouve qu'il a une anglaise un peu moyenne, enfin pas moyenne, mais disons il y a des trous, tu vois. Et il fait beaucoup d'erreurs. C'est ça. Sa défaite contre, par exemple, une défaite ou un truc flag. C'était contre Moussassi quand il s'était relevé sans genre d'erreur tu vois, que tu fais pas à ce niveau-là normalement. Et donc voilà, Eric Anders, moi j'aime bien Eric Anders, je trouve que c'est dommage qu'il s'est fait un peu spoiler contre Machida parce que c'est un mec qui est pas mauvais. C'était peut-être trop tôt aussi contre Machida. Le mec c'était son deuxième combat à l'UFC, direct tu le mets main event contre Machida, s'il te plaît. Ouais, en plus, et tu sentais qu'il y avait un peu trop de respect de sa part. Oui, clairement. Il était un peu trop timide. C'est un combat qu'il aurait pu gagner parce que Machida était en plein déclin, tu vois, ça c'est clair. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est bon, mais il a un problème, c'est qu'il est capable de faire des combats super ennuyeux. Là, son dernier combat, il l'a terminé. Heureusement, il a gagné par, je crois, c'est KO, je crois. Oui, c'était par KO avec un assez gros kick, ouais. Mais pendant tout le combat, c'était super ennuyeux, quoi. Il s'était rien passé pendant tout le combat, quoi. Et donc, il débute aussi, il débute ancien joueur de NFL, le mec ça fait quoi, 3 ans je crois qu'il a commencé en MMA, donc bon. Ouais non mais il est prometteur parce que comme tous ces mecs là, c'est un super athlète, il apprend vite et puis il tape fort, mais bon après ça comme main event, ça fait pas rêver quoi. Enfin très honnêtement, Eric Anders, Thiago Santos... Ouais, c'est pas la tête. Quoi. Allez, UFC São Paulo, c'est ce week-end. On va revenir sur les gros fights ces prochains jours. Merci de votre fidélité. À plus. Salut mon cher Polydomso. Salut. N'oubliez pas de nous suivre, nous poser des questions. Instagram @lassueur, Snapchat @lassueur, Twitter @lassueur, _of_OFF, Facebook @lassueur. Et puis comme vous voyez, on y répond en podcast. Et puis en vrac. À plus. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up!